Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Horowitz, psychologue, psychothérapeute, conférencière. Elisabeth Horowitz s'est depuis plus de 20 ans spécialisée en analyse du roman familial dans le cadre de thérapies brèves orientées vers les solutions. Elle est l'auteure de nombreux livres, dont Chronogénéalogie, dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Elisabeth Horowitz. Bonjour et merci de me recevoir pour cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que c'est un sujet qui me tient vraiment très très à cœur. Comme je vous le montrais hors caméra, comme on dit, je lis, je dévore vos livres qui sont vraiment une source inspirante pour moi. Donc, j'ai plein de questions à vous poser. On a convenu de rester centré sur la chronogénéalogie. Donc, je voulais vous demander tout d'abord une définition assez simple du transgénérationnel pour vous, parce que c'est vrai que c'est assez… Alors, le transgénérationnel, eh bien, en fait, ce sont toutes les influences qui nous viennent des générations précédentes. Alors, c'est bien sûr la génération de nos parents, mais aussi la génération au-dessus, la génération de nos grands-parents, voire éventuellement la génération de nos arrière-grands-parents. Donc, c'est à peu près une centaine d'années avant soi, vous voyez. Donc, on peut remonter, je dirais, sans faire vraiment de grandes recherches généalogiques, on peut remonter donc 3-4 générations avant soi pour avoir un tableau assez complet de la branche maternelle et de la branche paternelle et d'arriver à reconstituer la trajectoire, enfin les trajectoires de nos ascendants. Et ce, un petit peu à tous les niveaux, au niveau concret, c'est-à-dire matériel, où est-ce qu'ils ont vécu, quels ont été les métiers exercés, l'argent dont ils disposaient, la classe sociale à laquelle ils appartenaient, mais aussi leur trajectoire sentimentale, leur trajectoire intellectuelle. Vous voyez, donc il y a énormément d'éléments en fait. Et je dirais que le transgénérationnel, c'est ça, c'est partir à la découverte de cette influence en fait invisible, je dirais, puisque même il y a certaines personnes, certains membres de la famille que nous n'avons jamais rencontrés, que nous n'avons pas connus, mais dont la trajectoire, parfois traumatique d'ailleurs, peut nous influencer. D'ailleurs, j'avais une question qui devait arriver à la fin, mais est-ce que vous avez Oui. déjà rencontré des personnes ou des situations où il n'y a rien de significatif dans l'arbre généalogique? Alors, rien de significatif, non, parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup d'événements, en fait. Même nous, dans notre propre vie, vous voyez, en quelques années, il se passe quand même énormément de choses au niveau personnel. Donc, je dirais que rien de significatif, non, parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup d'événements qui traversent la vie de chacun d'entre nous et a fortiori celle de nos ascendants. Mais je dirais par contre que nous n'en savons pas grand-chose parce que généralement, c'est pas qu'il se passe rien, mais c'est que nos ascendants ne parlent pas en fait. Oui. En général, je dirais, nous savons très peu de choses sur l'histoire de notre famille, parce que même si nous avons passé 10, 15, 20 ans auprès de nos parents et de nos grands-parents, eh bien, on parle toujours de sujets relativement communs, la météo, la politique, généralement, voyez, de sujets qui sont extérieurs et qui ne vont pas faire polémique. Donc, on va éviter les émotions fortes, on va éviter, bien sûr, les secrets, parce qu'il y en a beaucoup là aussi. Ouais. Donc, on va éviter de parler des traumas, ce qui explique que finalement, c'est pas qu'il se passe rien, mais c'est que nous n'en savons rien en fait. Voilà. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que nos parents et nos grands-parents ne parlent pas. Il y a même des familles où vraiment il faut extirper les informations, Oui, ne parfois c'est serait-ce que la pour loi, avoir une conversation. Voilà, ne la serait-ce loi que du pour avoir une silence. conversation normale. Il y a comme une loi du silence. Et en général, très peu d'informations qui circulent et aussi une atmosphère assez pesante. Ça, c'est aussi le signe qu'il peut exister des secrets. Et puis, il y a le fait que nous aussi, par timidité, nous n'osons pas poser de questions. Voyez, il y a peut-être des sujets qui nous intriguent,
On aimerait bien savoir comment nos parents se sont rencontrés, où ont habité nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils gagnaient comme salaire, voilà, quels ont été leurs amis, quelle a été leur vie finalement. Et finalement, on en sait très peu. Voilà. Mm. On sait très peu de choses sur ce qui s'est passé avant soi. Et donc, j'invite, et là aussi c'est très important, chaque personne qui nous écoute à faire une petite enquête. Parce que l'enquête familiale, bon, c'est un sujet en soi, mais je dirais que faire cette enquête familiale, c'est tant que les personnes sont vivantes, en plus pour les personnes âgées, nos grands-parents, etc. Tout à C'est fait. très important d'aller les voir seul à seul, avec un questionnaire au début qui est assez, je dirais, assez superficiel, vous voyez, pour avoir confirmation des dates, des prénoms, des métiers. Et petit à petit, entrer dans les confidences, en fait. Voilà, petit à petit, à l'aide de photos, à l'aide d'un questionnaire, aller plus loin et vous êtes à peu près sûr d'aller recueillir des informations que personne ne connaît. Peut-être même que vos frères et sœurs ignorent, peut-être même que vos parents ignorent. Chaque personne, chaque membre de la famille détient des informations que les autres ignorent et inversement. C'est pour ça que l'information est partagée et disséminée entre tous. Vous voyez, en fonction de la place que l'on occupe, en fonction de l'âge que l'on a, Oui, tout à fait. de qui on a pu côtoyer ou non quand on était enfant, des conversations qu'on a pu entendre à l'improviste aussi. Euh, donc, chaque cas est vraiment particulier. En fait, ce qui est important, c'est d'aller à la pêche de ces informations. Voilà. D'aller rencontrer les oncles et tantes, le cousinage, même nos frères et sœurs qui parfois en savent davantage que soi sur certains sujets, surtout s'ils sont plus âgés, euh, les grands-parents, les frères et sœurs des grands-parents, et également le cercle élargi, c'est-à-dire les amis intimes de la famille, les employés de maison lorsqu'il y en a eu, les médecins de famille, les coiffeurs, les jardiniers, les gens qui, voilà, euh, les collègues de travail, les voisins, des personnes qui n'ont pas de lien de sang, mais qui ont gravité euh, très près de notre famille et qui sont les détenteurs parfois de confidences, voire même de secrets. Vous voyez. Donc, en fait, c'est un peu un puzzle parce que il n'y a pas une seule personne qui détient la vérité, il y a une information qui est partagée euh, entre tous. Mm. Et c'est pour ça donc ben, il va falloir aller interroger, si on peut, seul à seul, en terrain neutre, en apportant un petit cadeau au préalable, parce que si vous souhaitez recevoir des informations, ben, il faut donner quelque chose, c'est quand même un échange. Oui, tout à fait. Petit à petit, vous voyez, même plusieurs rendez-vous, et vous allez apprendre énormément de choses. Vous pouvez apprendre en une après-midi plus d'informations que vous n'en avez jamais appris en plusieurs années auprès de vos parents, vous voyez, par exemple. Tout à fait. Il suffit presque d'orienter habilement la conversation pour aller sur des Alors, choses. oui, il y a des techniques, en fait. Il y a des techniques. La première technique, c'est lors de, si par exemple, je ne sais pas, vous allez voir un cousin ou une grande-tante, bon, vous arrivez toujours avec un cadeau. Vous arrivez à l'heure d'abord, vous arrivez avec un cadeau. Et dans la première entrevue, vous posez des questions assez simples, vous voyez. Vous pouvez montrer quelques photos parce que les photos, c'est vraiment un support pour la communication. Euh, Les membres de votre famille vont plus en dire devant une photo que face à une question orale, voilà, qui n'a pas de support. Vous voyez. Et puis après, si vous allez voir les personnes deux ou trois fois, bon, mais petit à petit, on va vous faire des confidences, inévitablement. Si vous êtes correct, si vous sentez que vous n'allez pas trop loin. Et puis parfois, pour les personnes que vous allez rencontrer, c'est la première opportunité d'être De donner le sincère, secret, ouais, d'être sincère et de pouvoir dire ce qu'on de a sur le donner le cœur. secret, parce que quelquefois, personne ne s'était intéressé à eux non plus. Vous voyez? Tout à fait. Mm. Mais alors, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent, oh là là, mais c'est quand même un travail énorme. Et je vois que dans vos livres, vous parlez souvent de généalogie express. Oui, parce que pour moi, c'est pas si long en fait. Parce que regardez, que si vous, par exemple, vous dites, bon, mais dans les 2, 3 mois à venir, je vais aller interroger le maximum de personnes. Je leur envoie une lettre au préalable.
Si je ne peux pas aller les visiter, je leur envoie un courrier avec quelques questions. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué finalement. Mhm. Puis il y a peut-être des personnes qui habitent à côté de chez vous, que vous pouvez les rencontrer un après-midi. Je crois que ce n'est pas si compliqué. On s'en fait tout un monde, mais finalement, il suffit de le vouloir. Oui, pour amorcer les choses et que ça se fasse naturellement. Oui, voilà, vous dites, bah, pendant quelques semaines, je me dédie à ça, puis peut-être que, bah oui, au bout d'un trimestre, je vais avoir énormément, vous allez avoir énormément d'informations. Et ce que je conseille quand vous sortez de rendez-vous avec votre famille, c'est de noter ce qu'on vous a dit tout de suite, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui risquent de se perdre. Vous savez, on retient pas tout. Non. Et il y a des détails, de manière à, par exemple, retracer la trajectoire des membres de votre famille. Par exemple, depuis les grands-parents, ça peut être un objectif. Voilà, depuis le moment de leur naissance, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les événements qui se sont succédés? Et en fait, le but, c'est de retracer chronologiquement les événements, les grands événements familiaux. Voilà, depuis les grands-parents, au moins. Voilà, parce que ça commence là. En fait, ça commence au moins aux grands-parents parce que la façon dont nos parents se sont relationnés avec nous, eh bien, dépend en fait de la façon dont les grands-parents les avaient traités, Oui, bien oui, évidemment. tout à fait. Hein. C'est-à-dire que si vos grands-parents étaient agressifs, étaient maltraitants, étaient indifférents, étaient, voilà, ou à contrario, possessifs, etc., ça va imprimer inévitablement la psyché et puis le comportement de votre père ou de votre mère. Et par effet rebond, donc, il y a certaines choses qui vont se transmettre, se répéter. Et il y a un quota d'amour que vos parents ne pourront pas vous donner parce qu'eux-mêmes ont été victimes, en fait, de l'éducation transmise ou la maltraitance transmise par vos grands-parents. C'est un exemple, bien sûr. Mais on ne peut pas comprendre, en fait, nos parents si on ne comprend pas la génération des grands-parents. C'est vraiment la génération clé. Effectivement, oui. Alors, c'est très compliqué quand on n'a pas connu ses grands-parents et qu'ils sont tous décédés. Du coup, on peut peut-être avoir comme vous disiez, des informations qui viennent Oui, des frères et sœurs, des cousins, oui, des amis. Euh, c'est quand même pas absolument. évident quand il reste plus personne. Moi, personnellement, il me reste juste ma grand-mère qui va avoir 88 ans. Mhm. Et j'ai l'impression qu'elle-même n'était pas dans le secret de ce qui s'est passé encore au-dessus. Voilà. Mais elle détient peut-être des informations qui vous seraient utiles de connaître. Peut-être qu'elle ne vous a pas tout dit. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut arriver avec des questions précises, en fait. Hein. Parce que Mm. si vous vous demandez, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui s'est passé en telle année? Tu avais tel âge? Où est-ce que vous habitiez? Ouais. En fait, plus les questions sont précises, plus les réponses peuvent être précises aussi. On se concentre sur la chronogénéalogie. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, la chronogénéalogie, c'est une branche donc, de la psychogénéalogie qui va s'intéresser plus particulièrement aux dates de naissance, aux dates de mariage, aux dates de décès, parce que ce sont des dates, en fait, qui vont être associées, en fait, aux événements importants dans notre famille. Et il n'y a pas seulement les dates, il y a aussi les âges, parce qu'il y a des âges marqueurs. Alors, ces âges marqueurs, eh bien, je prends un exemple. Euh, Bon, vous avez 25 ans lorsque vous vous mariez, ça devient un âge marqueur. Vous avez 35 ans lorsque vous divorcez, ça devient un âge marqueur pour les générations suivantes. Oui. Parce que on s'aperçoit que l'inconscient familial, en fait, travaille avec les nombres, travaille avec les dates, travaille avec les âges. Et lorsqu'on arrive à un âge marqueur, eh bien, il y a souvent le déclenchement d'événements, de situations particulières. Mm. Euh, Je vais prendre un autre exemple. Imaginez que votre père est décédé à 39 ans. Bon, ben, vous, quand vous allez arriver à 39 ans, euh, soit vous pouvez avoir un problème de santé, alors par imitation ou par désir de le sauver a posteriori. Donc, c'est un peu un phénomène de répétition. Mais vous pouvez aussi avoir un changement de vie complet, au même âge. Voyez ?
Vous pouvez aussi avoir quelque chose de très, très heureux même, ça peut être compensatoire. Voyez, mais on peut être sûr que vous pouvez être sûr que lorsque vous arrivez à un âge marqueur, là, il y a des événements clés qui vont se mettre en place. Parce que l'âge est le principal réactivateur du passé familial. Voilà. Et ça a été démontré, alors surtout en ce qui concerne les maladies, parce qu'aux États-Unis, donc il y a une médecin dans les années 50, je crois que c'était à Chicago, une médecin qui s'appelle Joséphine Hilgard, qui était un peu spécialisée dans l'hypnose aussi, et que son mari était même largement spécialisé dans l'hypnose. Et elle a démontré statistiquement donc, que les personnes qui étaient hospitalisées n'étaient pas hospitalisées, on va dire, au hasard, mais elles atteignaient un âge marqueur. Donc, il y avait un syndrome anniversaire, en fait. Donc, soit qu'elles atteignaient l'âge qu'avait un de leurs parents au moment du décès, soit qu'un des parents avait été lui-même hospitalisé, soit qu'un de leurs enfants atteignait un âge qui avait été douloureux pour eux dans l'enfance ou l'adolescence. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Ça marche donc dans le sens des ascendants vers soi, mais ça peut marcher aussi dans le sens des descendants vers soi, lorsqu'ils atteignent un âge important. Donc, ces statistiques, en fait, qu'elle a fait au milieu des années 50 démontraient l'influence du transgénérationnel au niveau psychosomatique. Donc, on ne fait pas une crise cardiaque n'importe quand. On n'est pas hospitalisé non plus à n'importe quelle date. Voilà, donc c'est objectif. Voilà. Puis nous, on le constate aussi tous les jours en séance de psychogénéalogie, quand on s'aperçoit que, ah bah oui, tiens, vous avez eu tel problème de santé à telle époque, et ça correspondait donc à un âge particulier que vous atteignez à ce moment-là, et qui semble réactiver justement ce passé familial. Donc oui, les dates et les âges, c'est vraiment un élément, je trouve, fondamental. D'ailleurs, j'ai consacré un ouvrage il y a quelques années qui s'appelle Chronogénéalogie, pour démontrer donc en 150 ou 200 pages toute l'importance en fait de ces âges et de ces âges marqueurs. Alors, en ce qui concerne les dates, lorsque vous montez votre arbre généalogique, vous pourrez peut-être constater que votre propre date de naissance, jour et mois, était peut-être déjà inscrite dans l'histoire de votre famille. Oui. Je prends un exemple. Imaginons que vous êtes né un 12 avril. Bon, 1970, bon. Et en montant l'arbre généalogique, vous voyez que le 12 avril, ah bah tiens, c'était la date de mariage de vos grands-parents. Vous voyez? Alors, vous allez vous dire, est-ce que c'est un hasard ou pas? Bon, nous, bien sûr, en tant que psychogénéalogiste, on va dire que ce n'est pas un hasard et qu'il y a une volonté, il y a un désir de l'arbre généalogique de réactiver cette date, en fait. Alors, pour quelle raison? Eh bien, souvent, une date se réactive parce qu'un événement était mal fondé. Vous voyez, si par exemple le mariage des grands-parents n'était pas un mariage d'amour, c'était un mariage arrangé. Bon, c'était peut-être un mariage de convenance. On n'a pas pu divorcer, c'était pas forcément le choix des conjoints, ils étaient peut-être amoureux de quelqu'un d'autre. Bon, donc on va essayer de refonder le couple a posteriori. Alors on ne peut pas remplacer les personnes, mais on va réutiliser la date de mariage qui va se transformer en date de naissance, tout simplement pour refonder a posteriori l'union qui est en fait une union qui est à la base quand même de notre histoire. Donc on a tout intérêt à quelque part la refonder, à essayer en fait de je dirais de l'arranger a posteriori. Et donc, c'est une façon de reprendre en fait des événements traumatiques qui se sont passés en essayant de les réélaborer. Et c'est pour ça que la date va ressurgir en fait. Et ce qu'on trouve très très souvent, c'est la transformation de date de décès ou de date d'inhumation en date de naissance. Votre grand-mère paternelle est décédée un 25 octobre et vous naissez un 25 octobre, voyez. Donc, comme on n'a pas pu faire le deuil de la grand-mère, ou c'était peut-être une personne très importante dans l'histoire de la famille, donc on ne peut pas en faire le deuil pour plusieurs raisons. Bon, voilà, c'était peut-être une femme dominatrice, c'était peut-être quelqu'un sans qui la généalogie, bon, enfin,
la famille aurait été moins cohérente, elle avait peut-être un statut social. Enfin bon, pour X raisons, on ne peut pas perdre cette personne. Et comme on ne peut pas en faire le deuil, euh, On eh l'a fait revenir bien, d'une certaine façon. on l'a fait renaître d'une certaine Ouais. manière par un descendant qui va naître exactement le même jour, le même mois. Donc, cette date anniversaire revient. Voyez. Donc, c'est assez simple comme mécanisme, hein. En fait, c'est un mécanisme qui se met en place euh, en quelque sorte, pour s'opposer à la perte, s'opposer à la mort, parce que bon, c'est ce qu'il y a de plus traumatique, en fait, dans l'histoire des familles, hein, de perdre quelqu'un, une espèce d'inconscient familial, va tenter de s'opposer à la perte en réactivant les dates. C'est assez mystérieux parce qu'on se dit, mais au fond, il faut vraiment que l'inconscient soit fort pour, par exemple, faire que deux personnes aient des relations à tel moment pour que l'enfant naisse aussi à tel moment, vous voyez? Tout à fait. Donc, du coup, c'est la notion de date de conception aussi qui est Oui, apparemment importante, chose que personnellement, j'avais complètement laissée de côté en étant sur les dates de naissance, de mariage, de décès. Et hop, est apparue cette information que la date de conception était importante. Alors, pour le coup, euh, est-ce qu'il y a des explications scientifiques? Parce que moi, on m'a posé la question, on m'a dit, mais est-ce que c'est le karma ou est-ce que c'est autre chose? alors le karma, alors c'est vrai que c'est délicat parce que bon, je ne connais comme ça la théorie du karma. Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'objet de mes études, donc je vais la mettre de côté en disant simplement que il semble qu'il y aurait quand même des programmes familiaux, des programmes généalogiques à l'œuvre qui, peut-être à l'insu des protagonistes, eh bien, vont faire qu'à un moment donné, on va concevoir un enfant, mais c'est souvent en remplacement d'un des ascendants, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, etc. Très, très souvent, il y a cette synchronicité entre un décès et la conception. Et il y a même des enfants qui sont conçus le jour même d'un enterrement, par exemple. On a perdu l'arrière-grand-mère et le jour même, voilà. Alors là, on peut parler effectivement d'enfant de remplacement dans la mesure où cette conception vise à remplacer quelque part, tout au moins à s'opposer à la perte. Voilà. Donc, ça serait plutôt c'est ce fameux inconscient familial qui Oui, serait à l'œuvre. oui, 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 Euh, oui. Plus que le karma, bon, le karma, ça fait appel peut-être à des lois qui nous dépassent et sur lesquelles, bon, on peut avoir plusieurs avis. Personnellement, je m'en tiendrai à l'inconscient familial parce que je sais que ça fonctionne comme ça. On a fait des milliers de consultations, moi-même et tous les psychogénéalogistes, donc on sait bien que la plupart des conceptions ne se font pas au hasard. Dans énormément de cas, elles se font pour réparer une perte. C'est pas forcément la perte de quelqu'un, mais ça peut être la perte d'un statut social, la perte d'un métier, la perte de revenus et a fortiori, bien sûr, la perte d'une personne. Mais très, très souvent, donc, la conception est en réaction à des événements familiaux. des événements familiaux autour de cet environnement-là, autour de cette année-là, on va dire. Oui, Parce que oui, de oui, moi, j'ai absolument. une date de conception qui se retrouve dans tout l'arbre jusqu'à plus de 150 ans. Et donc, on se dit, bah non, ça n'a peut-être rien à voir avec ma conception. C'est-à-dire qu'il faut regarder, en fait, quels sont les événements familiaux dans les mois qui ont précédé la conception. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nos parents, à un moment donné, ont-ils eu le désir et peut-être le besoin donc de nous concevoir? Est-ce que c'est totalement le hasard, on va dire, Ouais. l'envie du moment, ou est-ce qu'il y a, je dirais, des contraintes invisibles d'ordre généalogique qui va les pousser justement à nous concevoir? Et très souvent, il y en a. Parce qu'on va s'apercevoir que dans ces contraintes-là, il y a le décès de quelqu'un, il y a le départ à la retraite souvent d'un des grands-parents, il y a il y a la ménopause d'une des grands-mères. Donc, comme la grand-mère est en ménopause, eh bien, tiens, on fait un enfant à ce moment-là, comme Mhm. pour s'opposer à la perte de fertilité, on va dire définitive, vous voyez, d'un ascendant. Euh,
Il y a aussi des fois un phénomène d'imitation. Par exemple, j'ai une sœur qui est enceinte, et bien moi aussi, pour restaurer une forme de gémellité, vous voyez, parce qu'on était en concurrence ou au contraire pour se rapprocher. Il y a tellement de raisons. Il y a tellement de raisons. Ça peut être un éloignement, ça peut être un rapprochement, ça peut être tout événement qui se passe à l'intérieur de la cellule familiale. Et ça peut être lié aussi à des variables dans le capital affectif. Alors, je m'explique. On a tous un certain capital affectif, même en ce moment, si on prend là le moment T. On a un certain nombre de familiers qui peuvent s'occuper de soi. On a peut-être un conjoint, on a encore des grands-parents, on a le cousinage, on a un certain quantum d'affection. Mais si, par exemple, ce quantum d'affection est entamé à un moment donné, eh bien, on peut avoir une réaction. Et dans ces réactions, on peut aussi avoir le désir de faire un enfant. Vous voyez, pour combler justement, je prends un exemple. Imaginons, j'ai une sœur de qui je suis très proche. Et puis tout à coup, cette sœur, eh ben, elle va vivre à 1000 kilomètres. Et puis elle rencontre quelqu'un et puis elle se met en couple. Ben, forcément, elle aura moins de temps à me consacrer. Donc, j'ai un quantum d'affection qui m'est retiré. Et comment je vais le compenser? En reportant sur autre chose. D'accord. Je vais reporter sur autre chose. Alors quoi? Et dans certains cas, ça peut être effectivement de faire un enfant. Dans certains cas, c'est pas systématique. Il peut y avoir de multiples raisons que nous analysons, nous, bien sûr, en psychogénéalogie, dans le détail. C'est vraiment une enquête mais qui est très intéressante, effectivement. Quand il y a perte affective ou quand il y a une perte ou quand certains ascendants sont en perte, alors soit de santé, soit physiologiquement, je l'ai dit, par la ménopause, soit en perte sociale par la mise en retraite. Il y a pas mal de personnes qui me demandent pourquoi étudier son arbre. Quel est Ah, l'intérêt? alors on peut ne pas le faire, hein, c'est pas du tout une Tout à obligation. fait, oui. Voilà, c'est pas du tout une obligation. Comme il y a des personnes qui ne s'intéressent pas du tout à l'histoire avec un grand H. Voilà. C'est vrai. Mais je trouve que bon, cette connaissance du passé qui nous est personnelle est très importante tout de même parce que ça va augmenter notre conscience, en fait, notre conscience des choses. Il est vrai aussi que l'histoire de notre famille rejoint la grande histoire. Il me semble quand même tout à fait intéressant de savoir comment nos parents se sont rencontrés, quelle avait été leur vie avant de se rencontrer aussi, leur vie auprès de nos grands-parents, le type Oui. d'éducation qu'ils ont reçu, est-ce qu'ils ont été aimés ou pas, est-ce qu'ils ont pu faire les études qu'ils souhaitaient, est-ce qu'ils ont pu accéder à leur vocation, quelle avait été leur vie sentimentale même avant de rencontrer leur conjoint. Est-ce qu'ils avaient eu des traumatismes? Est-ce qu'ils sont nés pendant une période de trouble au niveau économique ou au niveau historique? Il y a tellement de choses, je trouve que je pense que c'est quand même incontournable à l'heure actuelle de s'intéresser à l'histoire de notre famille, aussi bien à la branche maternelle que paternelle, même si en général on connaît mieux une branche que l'autre, Mmh. mais on va découvrir énormément de choses. C'est pour ça qu'il faut recroiser les informations, parce qu'il n'y a pas de vérité non plus. Personne ne détient la vérité dans la famille, en fait. Comme je l'ai dit, l'information est partagée. Et en fait, nous allons avoir des interprétations, c'est ça aussi. Nous n'allons pas avoir des vérités objectives, nous allons avoir des interprétations. Imaginons que nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, notre famille, bon, ben, chacun va avoir son expérience du trauma, chacun va avoir, en fonction de son âge, de son niveau émotionnel, de sa résistance émotionnelle, intellectuelle aussi, chacun. Alors, vous voyez, les expériences sont vraiment uniques, sont vraiment personnelles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est non pas de rechercher une vérité, mais c'est de recueillir les expériences personnelles de chacun, de manière à reconstituer quand même, je disais tout à l'heure, le puzzle, c'est vrai, le puzzle de notre famille. Je pense que Alors, d'abord, c'est intéressant intellectuellement, ça va permettre d'augmenter notre conscience, et ça va nous permettre aussi d'éviter certaines répétitions, parce que certains événements qui nous ont été cachés, et on le sait par rapport au secret de famille, peuvent se répéter. Imaginons que notre grand-mère ait été violée il y a 50 ans, elle ne l'a jamais dit. Bon,
quel est le risque pour les générations qui vont suivre les femmes? C'est que ça se répète, c'est-à-dire qu'au même âge, à 15-20 ans, bah, tiens, on se trouve, c'est d'autres circonstances, c'est pas la même époque, mais étant donné qu'on nous l'a caché, on n'a pas cette information, on va peut-être être obligé de la revivre pour justement, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mm. Mais si on nous l'avait dit dans tous ces détails, bon ben voilà, c'est dit, c'est conscientisé, donc la répétition n'a pas lieu d'être, en principe. Voilà. Donc ça sert à éviter des répétitions. Et je crois que là aussi, c'est quand même très important parce que ça peut nous sauver la vie. Tout à fait, tout à fait. Hein. Voilà. Ouais. Là, dernièrement, je commentais un film qui a été fait par une journaliste et il y avait une jeune femme qui témoignait justement à ce niveau-là parce qu'elle disait, voilà, je peux pas avoir, enfin, je pouvais pas jusque-là avoir d'enfant et je découvre donc en faisant mon enquête généalogique que ma grand-mère justement a été violée par 2 fois. Et suite à ça, après, elle a pu avoir des enfants. Vous voyez, donc quelquefois, des problèmes de santé, en fait, des inhibitions corporelles ou autres que nous pouvons avoir, dont nous pouvons souffrir, sont en fait dues à ces secrets de famille. C'est pour ça que c'est vraiment un thème aussi très important. On ne va pas peut-être le traiter aujourd'hui parce que bon, ça demande beaucoup de temps, Oui, c'est le très secret, vaste. oui. Mais il est vrai que lorsque nos ascendants nous ont caché des choses importantes, eh bien, ils nous condamnent peut-être à les revivre avec la même violence, même si c'est dans un autre contexte. Et en fait, c'est très grave puisque nous pourrions nous épargner bien des difficultés, bien des douleurs, s'ils avaient eu le courage de parler. Et c'est pour ça que je voulais dire aux personnes qui nous écoutent, si vous avez des secrets de cet ordre-là, d'autres, eh bien, c'est très important de les dire, voilà, sans pathos, tout simplement, voilà ce qui s'est passé en telle année, voilà ce que j'ai ressenti, voilà quelles ont été les conséquences dans ma vie. Et en faisant ça, on libère complètement Les nos descendants. descendants, en fait, nos Oui. enfants, nos Et petits-enfants. peut-être sur plusieurs générations, peut-être pour nos Oui, absolument. petits-enfants également. Mm. Absolument. Voilà, voilà. Donc, il y a 2 niveaux, en fait, pour moi, c'est important à 2 niveaux, connaître l'histoire, puisque l'histoire de notre famille, eh bien, rejoint l'histoire avec voilà, un grand H. Hein. Ouais. Notre famille est traversée, en fait, par ces questions économiques, par par les affrontements aussi pendant les 2 dernières guerres, enfin, pour ce qui est de l'Europe, mais c'est ces crises politiques, etc. Ces questions aussi de statut social, hein, d'appartenance, en fait, aux classes sociales, ça aussi, c'est très, très important. Voilà, donc notre famille est traversée par tout ça. Et quand on le sait, eh bien, d'abord, ça, comme je disais, ça augmente vraiment notre conscience, nos connaissances. Donc, c'est nos connaissances qui augmentent notre conscience. Et ensuite, ça va peut-être donc nous épargner des années difficiles aussi, en découvrant tout ce qui s'est passé, en fait. Mhm. Donc, ça vaut le coup. C'est très, très important. Je dirais même que c'est un petit peu incontournable. J'ai des personnes qui... Alors moi, je fais beaucoup de recherches pour ma famille et puis pour mes patients, mais personnellement, je fais des recherches. Et il y a des gens qui ont peur pour moi, en fait, ou qui me disent peut-être que ça va réveiller quelque chose et qu'il vaudrait mieux que ça reste caché, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, moi, je pense que ça peut être, peut-être pas dangereux, mais ça peut être douloureux. Voilà, je vais utiliser un autre mot. Ça peut être douloureux lorsqu'on découvre non pas que nos ascendants ont été victimes, mais qu'ils ont été coupables de certaines choses. Parce que je D'accord. parlais tout à l'heure vous voyez, je parlais tout à l'heure, par exemple, bon, la grand-mère qui a été victime d'un viol. Mais par exemple, un de nos grands-parents est peut-être lui l'auteur d'un viol. Mhm. Et peut-être l'auteur d'abus sexuels, et peut-être l'auteur d'inceste, et peut-être l'auteur de malversations financières, et peut-être l'auteur de trahison, et peut-être quelqu'un qui est parti en laissant sa femme et ses enfants. Vous voyez, c'est douloureux, je crois, lorsqu'on découvre que nos ascendants directs ont commis des crimes, entre guillemets, Oui. hein, des abandons, des violences,
Ça peut être des viols, ça peut être des vols, ça peut être des assassinats, ça peut être des transgressions, ça peut être l'homosexualité. Enfin, voilà, ça peut être, ils ont peut-être des enfants illégitimes, ils avaient peut-être une double vie, ils avaient peut-être des maîtresses, des amants, ça c'est très courant. On n'a pas parlé des secrets enfin, concernant la vie sentimentale, mais il y a enfin, il y a beaucoup de double vie, il y a beaucoup de liaisons qui ont été cachées, quelquefois avec des filiations. Oui. Quelquefois avec des filiations. Donc, alors, en ce moment, en plus, les secrets sur la filiation, c'est beaucoup à la procréation médicalement assistée, hein, aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent sans savoir qui est leur géniteur. C'est extrêmement grave, je trouve, qu'ils ne puissent pas remonter, donc, parce que le donneur de sperme a lui-même peut-être des enfants, peut-être déjà une famille, donc on a des demi-frères et sœurs. S'il a donné son sperme plusieurs fois, on a des demi-frères et sœurs qu'on ignore. Ça peut nous mener à l'inceste si on rencontre nos demi-frères et sœurs sans pouvoir les identifier. Mais il y a énormément de secrets. Bon. Oui, oui, oui. Il y a énormément de secrets, mais ce qui est douloureux, oui, ben, c'est d'apprendre tout ça. C'est d'apprendre tout ça, effectivement. Ça, c'est bouleversant. Dans un premier temps, entendons-nous, dans un premier temps, une fois que émotionnellement, on est moins stressé et que, à force d'y penser et d'analyser la situation voilà, sous divers angles, eh bien, ce sera d'autant moins douloureux. Et justement, après, peut-être que ça va éviter que les situations se répètent aussi. Donc voilà, c'est dans ce sens-là plutôt. D'accord. Donc, il n'y a pas de cas où, en révélant un secret, on le... J'ai eu un cas, je me souviens, oui, en révélant j'ai eu un cas, c'était, alors autant que je me souvienne, c'était une maman qui avait abandonné son enfant, et, et elle avait eu un autre enfant après. Voilà, un enfant, elle s'était mariée, elle avait eu un autre enfant. Et quand le premier enfant qu'elle avait eu l'a retrouvé, eh bien, ça a posé des problèmes à l'enfant légitime qu'elle avait eu après. Oui, c'est là quand on découvre qu'il y avait déjà des enfants qui ont été cachés, oui, ça peut mettre en danger là. Parce qu'en fait, c'est toute la fratrie qu'on redécouvre. On se pensait le premier enfant, on est le second. Oui, on C'est perd, on perd une place qui est Alors, importante. il y a un décalage, effectivement, dans Ouais. l'ordre de naissance. Et puis, on ignore qu'avait été le premier amant ou mari de la mère. C'est tout un pan de la vie qui a été caché. On peut le rechercher aussi inconsciemment. Tout ce qui a trait à la filiation, je pense que c'est quand même bouleversant, plus que le reste. Parce que tout à coup, on découvre que nos frères et sœurs sont peut-être que nos demi-frères et sœurs, que peut-être notre père avait une double vie, que peut-être il y a des enfants cachés, peut-être que voilà, on a une demi-sœur, un demi-frère dont on ignore l'existence, qu'on a rencontré sans le savoir ou qu'on a croisé sans le savoir. Et puis peut-être que notre mère avait abandonné un enfant à l'assistance publique avant nous. Vous voyez, il y a tellement de choses. Peut-être qu'on avait un jumeau qui était mort à la naissance. Ou peut-être qu'on a été conçu après un enfant qui est mort-né et donc on est enfant de remplacement. Ou peut-être qu'on a hérité du prénom de la maîtresse de notre père. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Mais en tout cas, ça permet d'arrêter la répétition. Parce Ça que, permet d'arrêter ouais. la répétition, oui, ça permet de découvrir la vérité, parce qu'il y a quand même des vérités objectives aussi. Bon, voilà, il y a quand même des vérités objectives. Bon, voilà. C'est-à-dire, bah, tiens, on a tel demi-frère et sœur, tiens, voilà, oui, c'est des vérités objectives, les personnes existent, c'est pas l'interprétation, vous voyez. Et effectivement, après, ça nous permet de ne pas répéter, voilà, de ne pas nous retrouver dans des situations difficiles aussi. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'aller chercher la généalogie des conjoints? Parce que je constate que parfois, je retrouve des dates importantes dans mon arbre. Je retrouve chez les conjoints euh, respectifs de mes frères. Par exemple, j'ai une belle-sœur qui a la même date anniversaire qu'un de mes grands-pères
du côté maternel, ce qui n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une incidence là? Ah oui, oui, je pense tout à fait. Alors effectivement, il n'y a pas que les descendants en ligne directe, il y a aussi tous les conjoints. De toute façon, les conjoints, à partir du moment où on vit ensemble, il y a un pacte, il y a un mariage, ça y est, ils sont intégrés à l'arbre, ils font partie de l'arbre. Et c'est là où on s'aperçoit que les conjoints ne sont pas choisis au hasard. Mhm. Tiens, leur date de naissance ou leur lieu de naissance voilà, correspond déjà à quelque chose qui existe dans notre histoire. Donc, ça fait écho, voyez. Ou peut-être que la première syllabe de leur nom de famille était déjà la première syllabe de notre propre nom de famille ou d'un nom de famille qui existe dans notre arbre. Ou que son initiale aussi, c'est l'initiale de quelqu'un dans l'arbre. Ou que, tiens, il a habité à tel endroit. Ah ben tiens, peut-être que sa configuration aussi familiale ressemble à la nôtre ou qu'on pense la nôtre. Oui, effectivement. Il y a tellement de combinaisons, vous voyez, mais oui, on sait, on peut affirmer que euh, souvent, notre conjoint est choisi, alors bien sûr, par amour, mais aussi parce qu'il va euh, correspondre à ses données de naissance, donc non seulement sa date de naissance, mais le lieu où il est né, son statut social, son apparence physique également, son Mhm. prénom, etc. Ben, effectivement, on a plus de chances de l'aimer s'il correspond à des éléments préexistants à notre histoire. Et D'accord. très souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'on choisit quelqu'un qui a à voir avec le cousinage. Hein. J'ai de nombreuses femmes en consultation qui ont pris pour conjoint quelqu'un qui se prénommait comme le cousin germain, voilà, ou qui avait la même date de naissance, qui était né la même année, au même endroit. Vous voyez, très, très souvent. C'est intéressant ce que vous dites. Ouais. Donc, oui, l'attirance, oui, mais l'attirance est d'autant plus forte qu'il semblerait que notre cerveau ait capté déjà, comme un lecteur d'hologramme, hein, même avant de rencontrer quelqu'un ou juste en le rencontrant, eh bien, il semblerait, en fait, bon, mais ça c'est le partage de l'information, la physique quantique explique que voilà, on baigne dans un champ informationnel et qu'on Oui. sait déjà, enfin voilà, qu'on a déjà capté un nombre d'éléments. Mais oui, on est d'autant plus amoureux de quelqu'un que cette personne rassemble des éléments qui nous sont déjà connus ou qui sont utiles en fait à notre histoire pour qu'elle se perpétue, vous voyez. Donc il y a vraiment Ouais. une dimension généalogique dans l'amour. Complètement. Ces deux arbres, comme vous le dites bien, ces deux arbres qui se rencontrent à un instant T pour Absolument. sublimer un peu toutes ces blessures familiales. Absolument, je vais prendre un exemple. Imaginez, bon, vous êtes né après un enfant décédé qui s'appelait Georges, et puis votre conjoint, ben, tiens, il a un frère qui s'appelle Georges. Vous voyez, par Ouais. exemple, là, Ouais. moi, j'ai quelque chose de manquant dans ma fratrie. Ah ben tiens, mais mon conjoint, lui, il a ce frère qui m'a manqué et qui, justement, porte le même prénom. Vous voyez? Donc, ce qui est très intéressant aussi, quand on regarde les couples, c'est de regarder les fratries. Comment l'alliance aussi tend à combler ou à compenser des situations fraternelles. Oui, tout à fait. Je confirme, oui. Oui, oui. J'ai Voyez, donc trouvé après, on étudie les fratries, c'est-à-dire alors est-ce que c'est que des garçons, que des filles, est-ce qu'il y a combien d'écart d'âge, voyez, bon, entre le premier et le dernier le dernier. enfant, est-ce qu'on est enfant unique, est-ce qu'on est né après un enfant décédé ou juste avant, voilà, là aussi, il y a énormément de combinaisons. Et énormément de réponses, du coup, en fonction de ce qu'on trouve dans les écarts, de l'écho que ça fait de l'autre côté au niveau du conjoint en face. Euh, on arrive à comprendre un peu Voilà, ce qu'on a compensé. absolument. Et si par exemple on n'a eu que des sœurs, on va trouver un conjoint qui a que des frères. Vous voyez, ça va se faire en miroir. Mm. Parce qu'on va trouver chez l'autre le type de relation fraternelle qu'on n'a pas eu dans l'enfance. Donc, il y a ces phénomènes de compensation. Alors, vous vous rendez compte le nombre d'éléments, en fait, C'est énorme. qui sont déterminants lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on décide de se marier. Pour qu'on décide de se marier et qu'on décide d'inclure quelqu'un à l'arbre généalogique, il faut que cette personne réponde quand même à certains critères, même inconsciemment. Je ne manquerai pas de le partager aux personnes de ma famille qui en ont besoin en ce moment.
que c'est vrai que il y a Alors, beaucoup de... sans que ça nous décourage, hein, sans que ça nous décourage, parce que, bon, j'ai l'air de dire c'est un déterminisme. Oui, c'est une forme de déterminisme, mais je dirais que parfois on ne peut pas faire autrement parce que des personnes qui n'auraient aucun élément commun à notre histoire, on les verrait peut-être même pas. Ah, je Vous pense que voyez? c'est sûr, c'est sûr. Euh, donc, certaines personnes, ben oui, on en tombe amoureux parce qu'il y a ces éléments. Et donc, peut-être que c'est d'une certaine manière, c'est peut-être un petit peu incontournable dans la mesure où, bon, on doit retrouver en l'autre des éléments qui nous sont communs à différents niveaux. Ça peut être physique aussi, hein, quelqu'un qui ressemble vous tombez amoureux de quelqu'un qui ressemble voilà, qui a des caractères physiques, et ben, communs à votre mère, à votre père. Bon, mais ça, c'est très, très fréquent, hein. Mmh. Un frère, une sœur, un cousin, une cousine. Mmh. À votre avis, qu'est-ce que révèlent les répétitions de dates qui sont, très proches en fait, sur une même génération? Sur une génération de fratrie, si tout le monde naît au mois de janvier ou tout le monde naît en Ah été oui, ou ah oui. ça a une Je pense signification? que c'est, oui, alors je pense que c'est une façon de rapprocher les personnes. Alors pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir que très souvent, avant, dans la génération antérieure, il y a eu des séparations. Il y a eu des frères et sœurs qui ont peut-être été mis à l'écart, on a peut-être été séparés, certains ont pu être envoyés en pension. C'est-à-dire qu'on avait bien une fratrie, mais on n'a pas eu les relations fraternelles qui correspondaient, c'est-à-dire l'échange d'affection, la communication, etc. Et comme ça a manqué, eh ben, on va essayer de rapprocher les membres d'une même fratrie par les dates. C'est pour ça que je disais que les dates, c'est très important. Donc, D'accord. tous les enfants vont naître quasiment, ben, des fois le même jour, des fois à quelques jours d'intervalle le même mois. C'est-à-dire tous les anniversaires vont se passer, donc, comme vous dites par exemple au mois de janvier, parce que c'est une manière, par le nombre, en fait, par le chiffre, on va les rapprocher. Voilà. Le chiffre, on ne peut pas le changer. Une date de Mmh. naissance, on ne peut pas la changer. Effectivement, Par contre, ouais. les relations interpersonnelles, elles sont mutables. C'est-à-dire qu'on peut tout à coup être séparé de quelqu'un. Vous voyez, dans l'enfance, on n'a pas eu des frères, on a eu des frères et sœurs, mais on en a été séparés. Oui, mais la génération suivante, si on fait naître tout le monde en même temps, ça, on ne peut pas le changer. Les dates, elles restent fixes. Et D'accord. c'est un moyen qu'a l'inconscient familial de rapprocher des personnes qui, à la génération avant ou à deux générations, ont été malheureusement séparées par les circonstances ou mises à l'écart. Vous voyez? Donc, on rapproche tout le monde. Allez, tout le monde né en même temps. C'est vrai, effectivement, on voit dans la vraie vie que tout le monde en fête l'anniversaire, on sait que c'est le mois des anniversaires C'est et ça. voilà. Et donc, tout le monde se retrouve. Et donc, bah oui, c'est un lien. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que émotionnellement, on va être proche de quelqu'un qui est né bah, autour de notre date. Si vous avez un frère ou une sœur qui est né autour de votre date, de votre propre date de naissance, eh ben, c'est déjà un rapprochement. Mmh. Et celui-là, vous ne pouvez pas le changer, parce que les dates sont fixes. Effectivement, donc c'est un très bel indice. En transition, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs, comment vous dire? Plusieurs raisons pour une naissance, en fait? Que ce soit dans les 2 arbres différents, est-ce qu'il peut y avoir une raison d'un côté, bah, pour rapprocher les enfants, pour parler d'une fratrie, qui était distendue et pour les rapprocher? Et puis d'un côté, ça pourrait être un inceste ou un viol ou un autre traumatisme. Est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est-à-dire que les conjoints, deux personnes donc, qui conçoivent un enfant, peuvent le faire pour des raisons différentes. Oui, pour rappeler des événements complètement différents. Ah oui, ah oui, oui, oui. D'accord. Oui, pour compenser des événements. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être la mise en retraite d'un ascendant. Un ascendant part en retraite. Ouais. Je veux prendre un exemple. Bon, c'est un monsieur, donc, enfin, une dame, donc, qui s'apprête à avoir un enfant, qui décide d'avoir un enfant. Bon. Mmh. Pourquoi il le décide pour eux? Bon, ben voilà, c'est le bon moment, c'est l'amour, voilà, ben pourquoi pas. Ah oui, mais on s'aperçoit que son père à lui, tiens, ben le mois dernier, il est parti en retraite. Donc, il n'aura plus ce statut ben, de personnalité. C'était jusqu'à présent un petit peu le centre
d'attention familiale, il gagnait pas mal d'argent, il avait eu une réputation, il avait un capital culturel, on le recevait dans différents cercles, ça s'appelle le Lions Club, il peut être médecin, ingénieur, etc. Tiens, tout à coup, il part en retraite. Donc, on perd là Oui. quelque chose de l'ordre du capital social. Et tiens, c'est le bon moment pour concevoir l'enfant. Du Oui. côté de l'épouse, ah, sa maman est entrée en ménopause. Ah, elle ne peut plus avoir d'enfant. Jusqu'à présent, elle aurait pu, mais là, non, c'est fini. Donc là, on va prendre le relais en quelque sorte. Ah ben tiens, là aussi, c'est le bon moment pour avoir un enfant. Vous voyez? Donc, ça peut répondre à différentes pressions généalogiques qu'on ne voit pas et auxquelles on ne pense pas forcément d'ailleurs. Mais ça peut être aussi un autre cas. Par exemple, l'épouse a une sœur qui découvre, tiens, que tout d'un coup, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ah, mais je vais le faire à sa place. Tiens, moi, là, je vais concevoir un enfant. Mm. Mais je vais le faire à sa place. Vous voyez, donc, quelquefois, ce sont des désirs qui sont par personne interposée. C'est soit pour continuer quelque chose, mais toujours pour s'opposer à une perte ou à la fin d'un cycle. Voilà. Je pense que ça va faire beaucoup réfléchir les auditeurs. Alors, encore une fois, vous voyez, c'est pas dans le mauvais sens, c'est un constat, c'est tout simplement que ça fonctionne comme ça, que nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas seuls, nous sommes au centre, en fait, d'une famille. Et cette famille, elle a vraiment une influence. Et nous pouvons répondre à ces changements qui interviennent, donc justement, et ça, on l'a constaté, hein, on peut réagir à tous les événements qui se passent à l'intérieur de la famille, que ce soit une autre naissance, un autre couple de notre famille a un enfant, on peut y réagir. Il y a un mariage tout d'un coup, tiens, ou quelqu'un part dans un autre pays, ou change de continent, ou quelqu'un en revient, hein, Mm. ou quelqu'un perd son travail. Tout ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que nos problèmes ne sont pas personnels. Il faut toujours se dire, tiens, je suis en train de vivre ça me fait souffrir. Est-ce que c'est moi ou est-ce que je suis en train de réagir à des événements qui touchent certaines personnes de ma famille? Je prends un exemple. Si j'ai un oncle qui tout à coup est au chômage, il a moins d'argent, il commence à s'inquiéter, il pourra peut-être plus payer les traites de sa maison. Et tout à coup, je me sens en dépression. Est-ce que c'est moi ou est-ce que je suis en train de ressentir ce stress que un élément familial est en train de se déconstruire? Je peux me poser la question, vous voyez? Mm. Donc, toujours, qu'est-ce qui est de l'ordre du personnel et qu'est-ce qui est de l'ordre de la réaction à tous les changements qui peuvent intervenir dans la vie des membres de la famille directe. La famille directe, c'est nos parents, nos oncles et tantes, le cousinage, les grands-parents. Vous voyez? Du coup, dans le cas de la dépression, c'est possible que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Soit on va dans le même Oui. sens de dépression, soit Oui. on compense et on change de métier soi-même ou on conçoit un enfant. Et Oui. comment on peut savoir dans Oui. quel sens ça va aller? Alors, soit on peut imiter quelqu'un, c'est-à-dire, Freud le disait, hein, par exemple. Freud, quand il recevait des personnes en consultation qui avaient des problèmes de santé, il leur disait tout de suite, qui cherchez-vous à imiter? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train, par ce phénomène d'imitation, eh bien, de reproduire un symptôme ou la maladie d'un membre de votre famille? Ça peut être le mal au ventre de l'oncle, ça peut être tiens, un problème au pied du grand-père, ça peut être le problème hépatique de la grand-mère. Donc, qui cherchez-vous à imiter? Il avait déjà compris qu'en fait, la maladie est souvent une imitation et souvent pour sauver un parent a posteriori. C'est-à-dire que même si la personne est décédée, on peut reprendre un symptôme parce que pour l'inconscient, le temps n'existe pas en fait. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, par exemple, votre père est mort d'une crise cardiaque. Bon, vous n'avez pas pu le sauver, les médecins n'ont pas pu le sauver. Mais dans l'inconscient, c'est pas grave, vous cherchez quand même une solution. Et quelle est la solution qui s'offre à vous? C'est vous-même d'avoir des problèmes cardiaques, peut-être au même âge, et peut-être même de décéder au même âge, pour le sauver à lui. Ouais. Parce que ça, vous l'ignorez, mais votre inconscient se dit, ah oui, mais la manière que j'ai de le sauver,
ben, c'est de moi me sacrifier, comme ça il pourra rester en vie. Mais bon, c'est totalement illusoire. Mais c'est quand Mm. même un mécanisme de la psyché, vous voyez. Et ça, D'accord. Freud l'avait compris. Donc il y a ce phénomène d'imitation, puis des fois, ben oui, de reprendre à son compte un symptôme pour dégager un membre de la famille, porter par exemple une dépression. Ça, c'est très courant. Chez les adolescents, par exemple, les adolescents qui sont dépressifs, c'est parce que souvent le père a des problèmes. Le père a des problèmes d'alcool, le père a une double vie, le père est en descension au niveau social, professionnel, il est peut-être même au chômage. Donc, on va porter la dépression des parents ou le mal-être ou les, les complexes. Les complexes. On peut Ouais. porter des complexes aussi, des complexes de culpabilité, complexes d'infériorité qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux des parents. Et c'est encore plus troublant quand ce sont ceux des grands-parents ou des arrière-grands-parents qu'on n'a Oui, pas connus ou des choses comme ça. oui, oui, tout à fait. Ah Ouais. oui, oui, oui. Et oui, ça ne nous appartient pas, mais ça glisse, vous voyez, d'une génération. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, on a un sentiment diffus de malaise. On ne sait pas, tiens, d'où vient vraiment cette dépression, ce sentiment de culpabilité ou ce sentiment de honte ou Mhm. ce sentiment d'infériorité. On les porte sans s'apercevoir qu'en fait, nous n'en sommes pas les propriétaires. Tout à fait. Est-ce que vous avez un autre message à adresser aux auditeurs sur la chronogénéalogie, sur... Alors, le message que j'aurais à adresser, c'est que c'est surtout aux personnes qui ont des problèmes de santé, parce que là, c'est l'urgence. En règle générale, lorsqu'il n'y a aucune urgence, qu'on n'a pas de problème particulier, personne ne va nous pousser à nous intéresser à notre famille. Bon, C'est sauf vrai. par curiosité ou par désir d'augmenter notre niveau de conscience. Mais par contre, il y a quand même une situation où il est urgent de s'intéresser à l'histoire familiale, c'est lorsqu'on a des problèmes de santé, des symptômes récurrents, lorsque même le pronostic vital est engagé. Hein, Mm. c'est-à-dire lorsqu'on a un cancer, lorsqu'on a bon, voilà, quelque chose de grave, une leucémie, problème cardiaque, etc. Là, c'est très, très important. Tout de suite, on doit se dire, est-ce que, bon, quel âge est-ce que je suis en train d'atteindre et est-ce qu'à cet âge-là, il y a eu, est-ce que c'est un âge marqueur, est-ce qu'à cet âge-là, il y a eu vraiment des traumas, est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont décédées à cet âge-là, est-ce que je suis en train de répéter quelque chose, de reprendre un symptôme à mon compte. Là, c'est très important. C'est très Mhm. important de faire des liens et de se dégager du passé familial. Alors après, il ne s'agit pas seulement de l'analyser, mais aussi je donne des actes symboliques à faire. Hein. Bon, ça, ce sera le sujet d'une autre émission. Tout à fait. Parce que comprendre un mécanisme, ça peut nous permettre de guérir, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc là, après, il y a les actes symboliques, poser des actes justement pour se dégager de ces influences. Voilà. Mhm. Mais s'il y a un message, c'est celui-là. C'est celui-là. Si vous avez un problème de santé préoccupant, tout de suite, tournez-vous vers la généalogie. Regardez ce qui s'est passé pour vos parents au même âge, votre mère, votre père, vos grands-parents. Voilà, c'est fondamental. Mhm. Et, et je rajouterai, ne vous faites pas hospitaliser dans les mêmes hôpitaux que eux, surtout s'ils y sont décédés. Oui. Je rajouterai, n'allez pas voir les mêmes médecins, parce que là aussi, et n'allez pas vous faire traiter par des médecins qui ont un nom de famille qui ressemble à certains patronymes de votre histoire. Parce que là aussi, Sinon, on joue la répétition d'une certaine façon. oui, Ouais. On la joue à oui fond. aussi. Oui D'accord. aussi. Et quelquefois, je vais même aller plus loin. On sait en psychanalyse que le nom de certains médicaments peut rappeler, de par les syllabes, certains noms qui existent dans la famille ou certains traumas. Vous voyez, ça va assez loin quand même. Hein. Mais ça, c'est Freud qui avait insisté aussi sur la phonétique, le langage, la phonétique, le nom des médicaments, le nom des médecins, le nom des hôpitaux. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Mm. Est-ce que ça fait écho à votre histoire? Vous voyez. Donc oui, il y a mille questions à se poser, mais c'est quand même Ouais. très intéressant aussi. Voilà, c'était mon message pour les auditeurs. Sinon, c'est quand on veut. On n'est pas obligé à la minute près Non, bien de... sûr. Mais bon, quand il y a le pronostic vital qui est engagé, c'est vrai que c'est Ah intéressant. oui, oui, oui. Et ça peut être aussi dans l'autre sens, ça peut être... vous voyez, j'ai une dame aussi qui avait un cancer au sein.
on regardait son histoire, mais surtout, elle me dit, vous savez, mon fils a 12 ans. Et moi, quand j'avais 12 ans, mes parents ont divorcé. Donc, j'étais très, très blessée. J'ai plus vu mon père du jour au lendemain. Ça a été une grosse perte. Et je pense que là, j'étais traumatisée, même si à l'époque, je n'ai pas pu le... Voilà, je pense que j'ai somatisé. Et vous voyez, la maladie se déclare quand son propre enfant a atteint l'âge qu'elle avait au moment du trauma. C'est ça, ouais. Donc, il faut le voir dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire quand nos enfants atteignent un âge qui avait été fragilisant pour nous, parce qu'on avait perdu quelque chose, on avait perdu quelqu'un. Il y a beaucoup de familles où il y a eu des divorces. Depuis les années 70, il y a eu une recrudescence des divorces. Donc, forcément, il y a des traumas qui sont liés à la séparation, au manque d'amour, etc. Et oui, je pense qu'un certain nombre de cancers qui explosent maintenant sont dus en fait à toute cette première génération qui a divorcé en masse. Et les personnes ont perdu lors de leur adolescence ces repères affectifs en fait. Hein. Et quand leurs propres enfants atteignent cet âge, il y a le renvoi, hein, c'est comme un miroir. Hein. Là, j'étais vraiment le principal activateur du passé familial. Et aussi dans le sens de nos enfants vers nous. En préventif, et j'ai même vu des familles où on faisait de nombreux enfants pour éviter justement cet âge marqueur. On savait que, par exemple, l'âge de 10 ans, bon, je prends un exemple. Imaginons, quand j'avais 10 ans, mes parents ont divorcé, voilà, ça a été très grave. Bon, j'ai surmonté la dépression, mais bon, ça reste. Alors, je fais un enfant, il va atteindre 10 ans. Ah oui, mais avant qu'il atteigne 10 ans, j'en fais un second. Parce que, vous voyez, je recule le moment d'affronter la problématique. Je peux faire 3 ou 4 enfants comme ça, parce que je retarde le Ouais. moment, Mais le dernier. ils atteindront tous 10 ans. Oui, ils Enfin, atteindront tous 10 ans, mais je recule le moment où je devrais être confrontée au trauma, en fait. Ça, je l'ai vu aussi. est-ce que c'est une façon un peu de noyer l'inconscient, Oui, vous que voyez ce le soit pas problème. en ligne directe et que oh, il y en a plusieurs, je noie un peu le problème. Oui, voilà, voilà. On essaie de contourner cet âge clé, en fait. Alors qu'en fait, il faut s'y confronter, parce que là, justement, c'est le moment d'aller faire une psychanalyse ou autre. Et enfin, tout au moins une thérapie, et de se dire, oh là là, mon enfant atteint cet âge-là, pour moi, ça a été vraiment cruel, ça m'a totalement déconstruit. Je pleurais tout le temps. Alors, quand on est jeune, on ne peut pas tomber vraiment en dépression parce que la vie suit son cours, on a besoin d'aller à l'école et tout ça. Mais la dépression, elle est quand même là. C'est pour ça que quand c'est le cas, notre enfant atteint cet âge délicat et nous devons nous dire, ah oui, mais là, il faut que je fasse une thérapie. Là, c'est le moment. Il faut que je m'en sorte. Parce que sinon, ça peut être une somatisation, sinon ça peut être une hospitalisation, sinon ça peut être une grosse dépression qui arrive, on ne sait pas d'où elle vient, vous voyez, qui va nous submerger, ou tout à coup on ne dort plus, ou tout à coup on a une paranoïa. Oui, mais la paranoïa, elle n'a pas commencé maintenant, elle a commencé il y a 25 ans, sauf que je ne pouvais pas la traiter, et c'est normal. Ouais. Voilà. Ce que vous disiez tout à l'heure, ça me faisait penser au double anniversaire. Double anniversaire où justement, si la personne fait plusieurs enfants pour repousser Oui, cet âge, cette date anniversaire, en fait, à chaque enfant qui aura 10 ans va se présenter un nouveau problème ou une nouvelle oui, somatisation. Donc, ça fait un peu double peine aussi, en fait, en pensant… oui. On essaie de l'éviter, mais on recule le moment où… Oui, j'ai le cas comme ça d'une patiente, ça me fait penser. Son père était mort quand elle avait 8 ans dans un accident de voiture. Donc, elle a fait une première fille, après une deuxième fille, une troisième fille, une quatrième fille. Et c'est quand sa dernière fille a eu 8 ans qu'elle a eu un cancer. Et chaque enfant, en fait, a repoussé un peu le moment, un peu l'échéance de… Voilà. D'accord. Et oui, mais ça n'empêche pas effectivement qu'il faut quand même affronter le trauma à un moment donné, quoi. Parce que la peine, elle est là. Elle peut se transformer en impuissance sentimentale, elle peut se transformer en impuissance sociale. Par exemple, cette cliente, elle avait du mal à gagner de l'argent et il y a eu tout ça aussi. Et, Bon, vous merci voyez, beaucoup pour toutes ces informations.
Je vous en prie, avec plaisir. J'espère que j'aurai l'occasion de refaire d'autres vidéos avec vous sur d'autres Bien sujets sûr, comme oui. les secrets, les actes symboliques. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. Il y a beaucoup de choses. Il y a Mm. beaucoup, beaucoup de choses. Je vous remercie. Et puis, je vous C'est souhaite une belle moi. après-midi. Et puis, à Merci très bientôt. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.